Bonjour à tous, mesdames et messieurs, un plaisir pour nous de vous retrouver encore ce matin pour notre forum de discussion. C'est la Cour commune qui s'installe chez vous à travers Sans Tabou et ses différents invités. Alors, je vais commencer en disant aujourd'hui que vous avez certainement déjà vécu cette scène où vous avez dans une file d'attente, vous êtes devant et puis quelqu'un s'empresse pour aller vous ravir la vedette, c'est-à-dire il est venu en dernière position, mais puisque monsieur ou madame est super pressé, il pense que c'est lui qui gère le monde, il se met devant vous pour pouvoir vite aller. Vous avez certainement déjà vécu cette scène ou bien dans un bus où vous lognez peut-être une place, quelqu'un se précipite donc pour pouvoir prendre cette place. Alors, nos semblables, on va dire, rivalisent d'imagination pour trouver des raisons de s'affronter parce que parfois, quand peut-être quelqu'un s'est levé de mauvais pied et puis c'est toute une histoire, hein. On se bat, on se chamaille parce qu'on a envie de la même chose. Et c'est cela. Ce contexte qui a amené Thomas Hobbes à dire que l'homme est un loup pour l'homme. Mais est-ce que c'est une évidence ou une vue d'esprit? Voilà la thématique du jour et je vous présente mes invités. J'en ai convié 4, mais 2 ont fait le déplacement ce matin, donc on va faire les choses ensemble. J'ai avec moi le fidèle au poste, notre consultant maison, André Alerono. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Angèle. Comment vous souriez? Bonjour, je suis téléspectateur. Elle est gentille. Ah oui, vous devez prendre un trophée de l'homme le plus disponible de l'année sur télé. C'est un plaisir. Merci vraiment pour votre disponibilité renouvelée. Et Calis Tansi, qui lui est journaliste. Tansi, Tansi Calis, bonjour. Oui, bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme, hein. J'espère que vous aussi. Oui, au top. On veut parler du côté mauvais penchant de l'homme. Et quel trophée moi je mérite déjà? Vous, vous savez que du retardataire. Ah, moi je dis tout, tout. Vous allez voir le trophée du retardataire. Oui, heureusement, s'il me connaît, il me connaît vraiment lui. Le retardataire aussi a quand même une certaine... un mérite. De faire quoi? Le mérite d'être en retard, c'est pas n'importe qui vient en retard. De montrer qu'il tient quand même à venir. Oui, c'est un mérite certes, mais il a quelque peu tardé. Enfin, il a marché sur le temps, donc du coup, le temps est quelque peu réduit. Hein, c'est un peu ça. Mais oui, vous méritez un trophée également. Hein, c'est bon, c'est réglé. Oui, oui. La jalousie est passée. Bon, jalousie aussi également, la peut faire dire que l'homme est un loup pour l'homme. Allez, mesdames et messieurs, merci donc de nous rejoindre. Alors, avant de vous présenter le mot du jour, j'ai bien envie de vous faire écouter le clip ou bien je fais le mot du jour avant les clips. Qu'est-ce que vous me suggérez? C'est vrai que je sais clairement ce que j'ai à faire parce que j'ai un conducteur. Hein, le clip. Le clip. Alors, le clip, c'est... Bon, moi, je l'avais connu sous l'appellation Saba Nazaire. Mais maintenant, c'est devenu Etoufla Saba. Pourquoi il a changé de nom? Oui, il a raconté l'histoire. C'est lui qui m'a appelé tout à l'heure. Ah, ok. Et il a dit que, entre-temps, avec son histoire avec Banamé et autres, on l'avait surnommé Satan Nazaire. Ok. Et il était là un jour quand l'esprit lui a dit en quelque sorte de changer le nom. Et quand il a changé le nom, subitement, il lui a dit maintenant de modifier Etoufla Saba. Comme l'autre, il va voir. Et c'est comme ça, c'est devenu Etoufla Saba. Etoufla, c'est l'abondance. Etoufla, c'est débordé. Voilà, le débordement en toutes choses. Voilà. Bon, okay. Pas en mauvais, j'espère. Bon. Non, pas en mauvais, mais dans le bon sens, naturellement. Positif. Personne ne peut donner un nom dans le mauvais sens à son enfant, en quelque sorte. Donc, c'est l'abondance du bien. Ok, je vois. Donc, ce sera Saba Nazaire, notre artiste du jour. Il chante exactement notre thématique du jour, hein. L'homme est un loup pour l'homme. Alors, on peut d'abord voir le thème. On voit le thème ensemble. L'homme est un loup pour l'homme. Évidence ou vue d'esprit, c'est notre thématique. Je pense qu'on va y aller d'abord avec le mot du jour. Je vais vous expliquer en fait le contexte de cette accession de Thomas Hobbes. Okay. Qu'est-ce qui l'a amené à dire cela et puis comme les fondements après. On y va.
Hobbes, c'est l'histoire d'un Anglais qui vivait au XVIIe siècle précisément et qui avait une moustache. Bon, à l'époque, tout le monde avait une moustache. Et comme les barbiers, mesdames et messieurs, n'étaient pas autant à la mode qu'aujourd'hui, Hobbes s'est tourné vers la philosophie précisément, la philosophie politique. À l'époque, il n'était pas trop bien vu, non pas à cause de sa moustache, rassurez-vous, mais parce que sa philosophie, eh bien, a fait scandale. Pourquoi? Je vous le dis, en grande partie parce qu'il refuse la théorie en vogue au XVIIe siècle qui veut que l'autorité du droit divin, celle de l'autorité donc du droit divin selon laquelle tout pouvoir viendrait de Dieu. Alors, Hobbes pense au contraire que ce sont les hommes qui créent leur société, leur politique, et que Dieu, lui, n'a rien à voir là-dedans. Alors, et ça, évidemment, ne va pas plaire à l'Église. Ce qui a été le cas, ça n'a pas plu à l'Église. Et s'il pense cela, c'est parce qu'avant de se lancer dans la philosophie politique, Hobbes s'est d'abord intéressé aux hommes. Mortels que nous sommes. Il a étudié rigoureusement la nature humaine pour mieux comprendre comment fonctionne notre société. Il s'est demandé alors comment sont les hommes au plus profond d'eux-mêmes. Comment vivent-ils dans cette société-ci? Pourquoi font-ils entre eux la guerre, etc. Il a réfléchi et puis un jour, Hobbes a sorti cette accession, l'homme est un loup pour l'homme. Et tout s'est éclairé. Bon, il a vu la lumière, dira l'autre. Alors, en s'intéressant en profondeur à l'anthropologie, étude des êtres humains, Hobbes réalise deux trucs qu'il écrit concrètement dans son célèbre ouvrage Léviathan. On désire tous les mêmes choses. Il montre que les hommes désirent souvent les mêmes choses et c'est principalement parce qu'ils désirent ces mêmes choses qu'ils deviennent ennemis l'un pour l'autre. Alors, c'est quelque peu le contexte qui l'a amené à sortir donc cette accession. Alors, qu'est-ce qu'il découvre pour dire un truc pareil? Selon Hobbes, les hommes à l'état de nature, c'est-à-dire en l'absence de pouvoir politique, sont rivaux parce que égaux. Dans un instinct de conservation, chacun désire légitimement ce qui est bon pour lui et chacun est seul juge des moyens nécessaires pour y parvenir, bien souvent en entrant en conflit avec l'autre. C'est l'angoisse de la mort violente qui est responsable de l'état de guerre et fait peser sur la vie de tous une menace permanente. Cet état fondamentalement mauvais ne permet pas la prospérité, le commerce, la science, les arts, la société. L'égalité serait donc productrice de guerre. S'inspirant de l'auteur comique latin Plaute, Hobbes décréta que l'homme était un loup pour l'homme. Homo homini lupus en latin, et qu'il n'était pas, contrairement à ce que pensait le philosophe grec Aristote, un être naturellement politique car mu principalement par la crainte et le désir, il n'était pas sociable par nature. Donc, afin de soustraire leur rapport mutuel à la violence et sortir de cet état de nature, les hommes doivent, selon Hobbes, fonder un état artificiel sur les bases de la raison, le contrat social qui mène donc à l'état civil. Pour certains chercheurs, la violence serait une sorte de cruauté naturelle, bestiale, due à des pulsions agressives et à un manque d'empathie inscrite dans les gènes. Elle serait présente chez tous les humains, mais aussi chez les animaux, en particulier les prédateurs et les chimpanzés. Voilà donc quelque peu ce qui l'a amené à dire que l'homme est un loup pour l'homme. Vous connaissez le contexte, vous connaissez le fondement. En clair, c'est que nous désirons les mêmes choses et puisque nous sommes nombreux à désirer les mêmes choses, chacun essaie de pouvoir agir de son ingéniosité pour pouvoir ravir la vedette à l'autre, ce qui crée des conflits. Est-ce qu'on peut déjà dire que l'homme il est méchant? On va commencer comme ça. Tout de go, là, oui, je pense que dans l'explication, ça a été clair. On a tous, chacun, en nous, les deux parts, le bien et le mal. Les deux cohabitent.
Maintenant, quel renforcement tu fais, quel développement tu fais, quel événement t'amène à être, bon, je ne vais pas dire plus méchant, mais plus agressif ou plus Plus doux, cruel. plus humain. Ça dépendra aussi des événements. Ça dépendra surtout, en psychologie, si je me permets, on va parler de complexe. Il y a un complexe qui est là. Souvent, on parle de complexe d'infériorité. On parle, tu te sens frustré. L'intolérance à la frustration. Tu as été tellement frustré, accumulé à un certain niveau, ça ne passe plus. Donc, tu vas être réactif cette fois-ci. Donc, je pense que tout ça s'explique très bien dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que ce que moi, personnellement, je dis, c'est que est-ce que ta frustration, ton intolérance à la frustration ou le développement de ce complexe-là t'amène toi-même à être épanoui, à être à l'aise avec toi-même. Et c'est là toute la question. C'est vrai qu'on a des êtres conçus, pour ne pas dire développés, comment ils se sont construits sur un mode pervers, pathologique. Il y a des personnalités comme ça qui sont sur ce mode. Eux, je les mets à part parce qu'ils sont malades. Mais quelqu'un qui le fait, il n'est pas malade, mais il est conscient, il le fait. Je pense que là, c'est là que la question se pose. Qu'est-ce qu'il attend gagner? Parce qu'au finish, il n'y a aucun exemple où on va dire un méchant a été épanoui, s'est réalisé, ça s'est bien passé. Non, jamais. Et ça me permet de rappeler cette assertion d'un prêtre, je sais peut-être, qui disait un jour, est-ce que vous avez jamais vu dans les couvents, pour ne pas dire dans nos traditions, lorsque les gardiens de la tradition sont en train de faire l'éloge des anciens, des aïeux, est-ce qu'ils n'ont jamais appelé le nom d'un aïeux sorcier, d'un aïeux qui tuait tout le monde? Non, on appelle toujours le nom de ceux qui ont fait le bien. Donc l'histoire retient toujours ceux qui ont été bons. Personnellement, je pense que ce débat va nous amener à quand même creuser, si on va avoir le courage sur le plateau de dire les choses surtout réelles et actuelles. Je me rappelle quand j'étais jeune, on avait un petit chien, pour ne pas dire un chien, on avait un chien que mon père avait décidé d'appeler Agbetamouyon. Agbetamouyon. L'homme est mauvais, en fait. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme n'est pas bon, l'homme est mauvais. Et c'est vrai qu'on ne comprenait pas, mais il avait donné ce nom dans un sens pour dire aux gens, en fait, l'adversité, l'agressivité devenait un peu trop. Il a appelé Agbetamouyon et ce chien, je ne sais pas comment il l'avait dressé, mais quand il sonnait une certaine heure, la seule personne qui rentrait dans la maison était mon père. Et peu importe, même nous-mêmes, quand vous revenez 22 heures après 22 heures, vous revenez, si le vieux ne sort pas pour l'appeler, vous ne rentrez pas, quoi. Et il ne vous agresse jamais en dehors de son territoire, de la maison. Il va sortir, il aboie, il recule jusqu'à ce qu'il rentre. Quand il rentre dans la maison, si vous êtes un étranger, vous ne rentrez pas, il va vous agresser. Mais lorsque vous êtes enfant de la maison, vous êtes quelqu'un qu'il connaît déjà, qui est proche du vieux, il va reculer jusqu'aux portes, à la porte. Quand il s'arrête à la porte, tant que le vieux ne l'appelle pas de dedans, vous ne rentrez pas. Donc il n'y a personne dans ce quartier-là pour en faire un méchoui. Il a dit brochette de sécurité à personne dans ce quartier pour en faire. C'est ce que je disais. Et finalement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont empoisonné. Et voilà, ils l'ont empoisonné. Et je pense que ça traduisait un peu tout ce que le monsieur disait en donnant le nom de Agbetamouyon. Et moi, personnellement, sur cette thématique-là qui vraiment m'intéresse, c'est que moi, je vais m'attarder un peu sur cette agressivité gratuite qu'on a sur le plan professionnel. On va revenir. Sur le plan familial. Entre frères consanguins, utériens, pour l'héritage, c'est-à-dire le fruit du travail de quelqu'un d'autre. Et puis, sur le plan professionnel, où nous sommes tous recrutés, c'est parce que le promoteur a besoin de chacun de nous qui nous a recrutés. Mais on vient se faire la guerre sur... Bon, là, est-ce que... Une surface qui ne vous appartient même pas. Voilà. Est-ce que Hobbes
a raison en disant on convoite la même chose, parce que là tu as ton poste, j'ai mon poste. Même si on est tous 4 journalistes, c'est parce que mon promoteur a besoin de 4 journalistes. S'il avait besoin d'un seul journaliste, il n'aurait pas recruté 4. Donc chacun aura quelque chose à faire. Il y en a tellement à faire, mais on fait la guerre à l'autre parce qu'on voudrait, on pense que, et là je pense que c'est au-delà de tout entendement, parce que si Angèle fait mieux, pourquoi ne pas m'approcher d'elle pour apprendre et faire autant qu'elle pour mon propre bonheur, pour le bonheur de l'entreprise, mais lui faire la guerre. Appelle ego. Et quand, je ne sais pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que ces personnes, lorsque il va finir par tuer André, il va finir par tuer Calice ou Angèle, là, c'est là que lui, il va avoir leur place, le promoteur va mettre son salaire sur son salaire, etc. Et bon, je me dis, là, il faut vraiment qu'on rentre dans leur tête pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Et mieux encore, c'est que souvent, vous voyez que c'est des gens, ils sont là, c'est celui qui le nourrit qu'il cherche à tuer. En fait, on l'a vu dans le clip tout à l'heure. C'est ça. Bon, là, il a recruté. Et finalement, au finish, il veut sa place. Et au lieu de mieux travailler, que l'autre aille devant, et que lui grandisse aussi, non, mais il a voulu l'enlever pour l'enlever, mais de la mauvaise manière. Et malheureusement, c'est-à-dire, on est tellement méchant dans la chose que on ne pense pas à nous-mêmes. Parce que si je suis dans une entreprise et que voilà celui qui amène l'argent dans la maison et que je lui mets tous les bâtons dans les roues, ça veut dire que moi-même, je me prive quelque part. Donc, je ne sais pas comment les gens réfléchissent et puis ils se disent, bon, il faut qu'il dégage, mais il dégage, tu ne peux pas faire. Non, mais est-ce que ce n'est pas l'instinct du moment qui amène à ça? En fait, c'est l'envie, le désir poussé d'obtenir quelque chose. Parfois, même, on oublie le soir, on ne cherche qu'à atteindre les résultats et la fin justifiera les moyens. Quel résultat? Ce sera la question à vous poser, le temps pour Calice de pouvoir opiner là-dessus. Alors, pour vous, pour l'homme, c'est une évidence? C'est une évidence. C'est une évidence, je le dis du haut de mes expériences, parce que vous savez, l'être humain que Dieu a créé est doté d'une animosité inexplicable. Oui, je le dis à titre personnel parce que ça n'engage que moi. La plupart de ceux à qui moi je rends service, très souvent, c'est des gens qui se montrent ingrats par la suite. Et de là, je peux dire que c'est une évidence. Et quand vous observez bien la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, très souvent, c'est un peu comme ce qui se passe, ce que M. Ali Khounoua dit tout à l'heure. C'est le moi qui domine. C'est pour moi seul qui doit être bon. Même si lui, il a pu s'acheter une voiture, il a pu construire une maison à étage, celui qui vit dans des maisons à bambou, il est capable de le priver du nécessaire dont l'autre a besoin. Bien sûr. Il est capable de l'exploiter. Il y a un milliardaire, un Béninois, un milliardaire, qui a recruté des jeunes parce qu'il fait de l'entrepreneuriat, et c'est, je ne sais pas, un opérateur économique, il se fait appeler. Il a recruté des jeunes qui ont fraîchement obtenu leur diplôme, des jeunes qui ont souffert pour étudier. Et quand il les a recrutés, il les a exploités pendant un bon moment. Et quand les jeunes ont vu que décidément ce monsieur est en train de nous exploiter, ils se sont entendus pour claquer la porte. Et quand ils ont voulu claquer la porte, quand il a remarqué qu'ils veulent claquer la porte, il commence maintenant par les menacer. Lui, il a jusqu'à 4 femmes. Il a des voitures qui changent à volonté. Il a mis l'une de ses filles dans l'organisme où les jeunes travaillent et il lui avait acheté une voiture. Entre la voiture a eu un souci seulement, il a changé ça. Mais les jeunes n'ont même pas pu s'acheter de moto. Les jeunes prennent des impôts pour venir et difficilement, et le salaire même varie au gré de ses humeurs. À la fin du mois, il n'a pas signé de contrat pour eux. C'est que ces employés ont voulu vivre. Voilà, c'est dit. Quelque part, eux aussi, ils ont failli, n'est-ce pas? Ils en ont pour eux. Merci. Quelque part, ils ont failli. On ne va pas à l'école pour être bête, c'est vrai. Mais le monsieur en question, il leur a toujours fait de promesses. Vous savez, souvent, la psychologie humaine est souvent prête à accepter les promesses. Et étant malin avec eux, il leur a promis des choses mirobolantes qu'il n'a jamais eu à faire. Et les jeunes sont restés là, il les a exploités. Quand ils ont vu que non, mais là, ça devient de trop, ils ont claqué la porte. Ils se sont entendus et ils ont vidé les lieux au même moment. Et ça agit sur le rendement de l'entreprise pendant un moment avant qu'ils ne puissent recruter d'autres jeunes qu'il va exploiter. Vous voyez, donc l'esprit humain, sincèrement, quand parfois j'observe un peu ce qui se passe dans la société, je me dis, mais pourquoi? Vous avez parlé tout à l'heure du cercle familial. Les Yoruba disent « Aboulé n'est quoi ».
déjà dans la famille, nous sommes du même sang. Et en principe, on devait penser à faire évoluer la famille. C'est chacun avec son destin. Toi, tu es peut-être, Dieu t'a peut-être béni pour que tu deviennes peut-être un grand maçon. D'accord, un grand maçon qui va souvent faire de grandes réalisations, et c'est à partir de là que toi tu vas émerger. L'autre, Dieu a fait que lui, il a eu la chance d'évoluer dans les études et de devenir peut-être un grand intellectuel ou un grand banquier, etc. Et parce que tu as vu que lui, il a peut-être gravi les échelons, il a pu atteindre le niveau intellectuel que toi tu as toujours souhaité atteindre et tu n'as pas pu. Bon, il faut l'éliminer ou l'empêcher d'évoluer. Et vous voyez, c'est ça l'esprit humain et c'est mauvais. C'est pourquoi Dieu même a regretté d'avoir créé l'homme. S'il a regretté, moi je ne sais pas. Ah, oui. Je ne sais pas, mais... Ah oui. Je ne sais vraiment pas. Il y a un philosophe qui a dit, Dieu a créé l'homme libre, mais l'homme le lui a bien rendu. Bon, il y a un autre qui a dit, tout homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Oui, Jean-Paul Sartre a dit, ma chute originelle, c'est l'existence de l'autre. Et la fameuse phrase, l'enfer, c'est les autres. Vous connaissez bien cette phrase. Sûr. C'est pour dire que nous vivons dans un monde de convoitise qui fait que l'homme sera toujours un danger potentiel. Mais la convoitise, alors, elle vient d'où? Mais il faut relativiser. Dans la pyramide de Maslow, Oui. les 5 niveaux, vous connaissez. Et l'accomplissement de soi devient quelque chose d'obsessionnel, particulièrement parce que quand on n'atteint pas ce statut-là, c'est tout comme si on a vécu inutilement. On a des besoins qu'on doit satisfaire, ça c'est le plus bas, mais l'accomplissement de soi, est-ce que c'est pas ça qui nous emmène peut-être dans tous ces travers-là? L'accomplissement de soi n'est pas que matériel, malheureusement. Dans la pyramide, vous pouvez pas... vous savez, il y a des gens qui sont milliardaires mais qui ne sont pas encore accomplis. Donc, ce n'est pas l'argent qui va déterminer ton accomplissement. Mais il y a forcément le matériel dedans. Non, forcément, mais je dis pas que matériel. Et il faut comprendre tout simplement ici que moi, je relativise un peu. L'homme, oui, certes, est un loup pour l'homme, mais ce n'est pas tous les hommes qui sont méchants avec nous. Et autrement dit, on a quand même, malgré que, comme je le pense, dans la jungle, quelle que soit l'agressivité qu'il y a dans l'environnement, chaque animal sait au moins son territoire et il y a quand même une vie, il y a quand même une cohésion dedans. Pour dire quoi, on ne peut pas vivre seul, on a toujours besoin de quelqu'un, on a toujours besoin d'un homme. Et donc, cela m'amène à réfléchir et à relativiser en disant, moi personnellement, je dis, la méchanceté de l'autre ne m'empêchera pas d'être bon, de continuer par être bon. Parce que je ne fais pas ma bonté pour l'autre, je le fais pour moi. Mais c'est vous qui estimez que vous êtes bon. Forcément, vous avez été méchant quelque part. Non, c'est ce que je dis. Vous savez, j'ai dit, en nous, il y a les deux. Je ne m'estime pas bon à tout égard. Pour d'autres, je suis méchant. Pour d'autres encore, je suis pire qu'un diable. Mais pour d'autres, je suis un ange. Juste pour dire, chacun de nous présente ces deux faces-là. C'est ça. Mais ce que tu fais, qui t'épanouit toi, il faut apprendre à le faire, pas en piétinant la liberté ou la paix de l'autre, mais il faut apprendre à le faire encore et encore. Ici, c'est plus une question aussi d'éducation. Merci. Merci. C'est plus une question d'éducation. Mais qui éduque quel enfant pour qu'il soit mauvais? Justement. Vous savez, vous allez dire, oui, qui éduque quel enfant pour qu'il soit mauvais? Ça dépend du message que vous envoyez, le codage que l'enfant reçoit. Vous voyez, quand je prends le cercle familial, votre père a eu la chance d'avoir l'amour de 2, 3 femmes. Et voilà que vous êtes à l'école ensemble et puis il y a 1, 2 qui sont souvent les premiers de la classe qui sortent. On ne peut pas être égaux, intelligemment égaux, ok. Certains un peu plus que d'autres. Mais la femme dont l'enfant plus ou moins n'est pas très au point sur le plan, je vais dire, académique, a un petit complexe tout de suite. Et le père ou les parents eux-mêmes, dont les enfants excellent un peu à l'école, ils ont plus tendance à favoriser ces enfants, à les idéaliser.
à les, comment dire, oui, à les favoriser. On voit moins leurs défauts. Et l'autre, on voit plus ses autres qualités. Il est toujours dans la comparaison. Déjà, ce moule n'est pas bon. Vous opposez déjà les enfants à ce niveau. Et donc, l'éducation, et la mère qui a son enfant et qui est toujours défavorisée, elle va vouloir compenser. Du coup, les messages soi-disant de motivation, d'encouragement vont être des messages de guerre en fait. Et il doit se battre 2, 3, 4 fois plus que les autres pour pouvoir s'il veut avoir une place. Et malheureusement, s'il savait que celui-là en âge est un peu plus âgé que les autres, vous voyez, il attend le retour, c'est-à-dire le décès de papa pour pouvoir s'imposer. Et quand papa va décéder, on va dire l'aîné, le grand frère. Il devient le boss de la maison. Il devient le boss. Donc du coup, il va vouloir faire ce retour. Souvent, c'est l'éducation au sein de la famille qui nous amène à... Tout à l'heure, Calice a donné son exemple. Il y a aussi l'expérience personnelle. Oui. À force d'avoir été au contact de cette méchanceté qu'on a estimée gratuite, et je pèse bien mon mot, on a estimé gratuite, parce que il faut souvent se dire, avant, pour que l'autre soit méchant, c'est que quelque chose s'est passé. Oui, nul n'est méchant volontairement. Voilà. Et les fonds disent, nous demandons C'est ça. Donc, tu as été quelque part déclencheur. Si tu n'as pas été à la base, tu as été déclencheur. C'est-à-dire, sa vase était déjà pleine. Et toi, tu as été la goutte qui est venue déborder sa vase. Peut-être que cette goutte d'eau-là est innocente totalement. Mais c'est la goutte quand même qui est venue déborder le vase. Donc, il faudrait que toi, tu comprennes que, bon, voilà, il y a quelque chose. Est-ce que je n'ai pas été à la base quelque part? Du coup, c'est difficile de dire, je vais, face à l'adversité, je vais tenter une approche de négociation, surtout quand c'est ta vie qui est en jeu. Quand tu penses que on t'en veut à mort, souvent c'est l'instinct agressivité et qui revient aussi. Du coup, voilà un peu les problématiques dans lesquelles on tombe. On a envie de faire, mais on a envie d'aller vers la négociation, mais malheureusement, l'autre camp, le camp adverse, ne nous permet pas d'y aller, parce que si ma vie est en danger, et avec tout ce que tout le monde va dire autour, on va se dire, ben, est-ce que tu es bête, tu veux ta mort, tu veux mourir, etc. Et donc tout ça autour va faire que, quand même, en toi aussi, il y a une certaine agressivité. Comme on le dit là, c'est ça. donc quand il faut cracher le sang, je vais aussi cracher le sang. Montrer que moi aussi, j'ai du sang et je peux. Donc, et cet orgueil est en chacun de nous et on peut l'exercer à tout moment. Quel que soit l'animal dans la jungle, il a une forme naturelle de défense qui fait qu'il ne peut pas être attaqué par tout le monde. Lui aussi, il y a, même si il est attaqué par l'animal le plus féroce, il va sortir sa défense avant d'être vaincu. C'est ça qu'on appelle légitime défense. Donc du coup on est dans la même jungle, malheureusement. C'est une question d'éducation, mais aussi de point de vue d'interprétation personnelle. Et d'expérience aussi. D'interprétation personnelle. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux gagner? Mais comment est-ce que tu as été? Et c'est là que ça devient difficile, parce que tel que tu as été moulé, formaté, depuis l'enfance, formaté sur ça jusqu'à grandir, ça va être difficile pour toi de te détacher de cette déformation éducationnelle. Voilà. Mais Calice, quel est le déclic? C'est-à-dire à partir de quand cette méchanceté-là commence par être... extériorisée. Tout à l'heure, M. Alihono a parlé de l'éducation. Et je lui ai dit merci. Pourquoi? Parce que la psychologie humaine est formatée sous un certain angle donné. Il y a certains milieux où on apprend à l'enfant la révolte. On ne leur inculque pas la tolérance, le fait d'accorder le pardon, tout ça. Normalement, c'est tout ça qui doit en quelque sorte constituer notre être. Lorsque vous n'êtes pas habitué, lorsqu'on ne vous habitue pas au pardon, on ne vous habitue pas à la tolérance et ces qualités-là, psychologiquement, vous ne pouvez jamais vous montrer tolérant
dans certaines circonstances où vous êtes agressé, où vous êtes provoqué. Est-ce que ça, on vous l'enseigne ou bien c'est que vous vous auto-éduquez avec cela? Non. La tolérance... Ça s'enseigne aussi, ça s'enseigne aussi. Je vois par exemple 2 enfants qui sont en train de se battre et j'essaye de les séparer. Je cherche à savoir le différent qui les oppose au point où ils commencent par en aller aux mains. Et lundi, il a pris mon argent, il a bouffé ça. Et je lui ai dit que je vais prendre mon argent. Il a dit qu'il n'a rien à me donner, qu'il a déjà bouffé ses pénis. Mais toi, en tant que personne âgée, qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas? Tu peux peut-être sortir l'argent et offrir à l'autre, ou peut-être leur dire, si tu n'as pas l'argent à leur donner, tu peux peut-être dire, c'est ton frère, il faut le pardonner. Le simple fait de dire à l'autre, c'est ton frère, pour le pardonner, peut-être qu'un autre jour, il va te retourner ça, ou peut-être qu'un autre jour, il va te rendre un autre service pour te montrer qu'il regrette ce qu'il a eu à te faire. Vous voyez, cette manière d'éduquer les enfants fait que ça travaille leur psychologie. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on appelle le pardon, qui est quand même bon pour l'harmonie en société. Mais lorsque vous êtes dans un milieu où, ah non, mais toi là, comment peux-tu accepter qu'on te fasse ça? Non. Et on considère la tolérance, le pardon et tout ça comme de la faiblesse. Et certains ne peuvent pas concevoir qu'on les humilie au point où on les prive de ce qui est pour eux, on leur a mis la vedette. Donc du coup, ils doivent se révolter. Et l'esprit, je dis, la psychologie de certains est en quelque sorte travaillée comme telle. Et c'est que dans leur psychologie, ils ne peuvent jamais accepter d'être humiliés. Ils ne peuvent jamais accepter qu'on leur... c'est-à-dire qu'on leur montre que là, ils ne sont capables de rien, ils doivent se révolter. Et c'est ils ont en tête la révolte à tout moment. Et n'essayez même pas de tomber dans leur piège. Ils vont même jusqu'à chercher à vous éliminer. Mais par contre, il y a d'autres enfants ou d'autres personnes qui, grâce à leur éducation de base, où on leur inculque le pardon, la tolérance, la patience et autres, ils vont se dire, je laisse tout dans les mains de Dieu. Jusqu'à quand? Moi, je vais peut-être tenter de répondre à ma question, oui. C'est l'envie. Pour moi, il y a l'envie. Il y a l'envie de mesurer. Et, oui. Démesurer. Bon, pas mesurer. Comment mesurez-vous cette envie mesurer, jusqu'à ce qu'elle soit démesurée? Voilà, j'ai envie d'être le meilleur journaliste de la boîte. Pour l'instant, c'est Angèle que tout le monde félicite. Comment est-ce que je fais? Comment je vais faire pour la supplanter? Pas en tuant, mais en m'approchant d'elle, en apprenant auprès de d'autres personnes pour voir comment je m'améliore, quelles sont mes faiblesses, quels sont mes défauts pour faire mieux qu'Angèle. J'ai une ambition, j'ai une envie. Mais je trouve, c'est mesuré, je trouve les moyens, les bons moyens pour pouvoir atteindre mon objectif. Mais mon envie de démesurer, ce que j'appelle démesurer ici, j'ai envie d'être le meilleur journaliste de la maison. Mais c'est Angèle que tout le monde plébiscite. Bon, il faut qu'elle parte de là pour que ce soit moi. C'est ça. Donc, pour qu'elle parte, j'ai un oncle au village, je vais le voir. Voilà, remets-moi quelque chose. On bataille le même bureau. Je vais mettre un peu dans la chaise d'Angèle. Quand elle va s'attraper quelque chose et qu'elle va se coucher là, je serai obligé de prendre Vous ne donnez pas des idées aux gens. Hein. Ça se passe. Et vous voyez le chant de Saban. Bon, non, comment vous l'appelez? Étoufla Saba. Oui. Étoufla Saba. Vous voyez, cette méchanceté gratuite, il marchait, hein. Il n'avait même pas de vélo. Quand l'autre a vu le bon en lui, l'autre lui a fait confiance sans le connaître. Il a dit, je ne peux pas faire seul le travail, il lui confie quelque chose. Mais en retour, il veut l'enlever de là. Il commandite son assassinat. Voilà. Vous voyez, ça c'est une envie démesurée. Et aussi, un manque d'éducation. Manque d'éducation, non. J'ai envie de dire... Pas manque d'éducation. Pas manque d'éducation, mais j'ai envie de dire mauvaise interprétation. Oui, mais ça résume déjà l'envie de mesurer que vous avez, c'est une envie de mesurer, simplement. Il ne prend pas les mauvais bouts pour... C'est pas en tuant ton roi que tu vas devenir roi. Bon, on n'est pas encore à cette époque où si c'est un combat singulier, tu rentres dedans. C'est pas... ça, c'est déjà sorti. Donc, ici, il n'y a même pas combat, il n'y a même pas adversité. C'est que l'autre t'a mis là pour l'aider parce qu'il t'a fait confiance, parce qu'il pense que tu en as besoin, tu remplis. Lui, il a fait sa part de mission. Maintenant, quand tu viens, fais ta part de mission en travaillant, en collaborant, en grandissant, en revoyant tes moyens, et puis
basta. Mais vouloir lui arracher, c'est-à-dire cette méchanceté qui va jusqu'à dire je vais le clouer au lit, maladie incurable, il va dépenser toute sa fortune, je vais détruire tous ses biens. Nous sommes dans la réalité béninoise, hein, je vais détruire tous ses biens. Mais le film il y a une mais gagne. Là, c'est la mentalité. Et mieux encore, je sais que ils peuvent être en train de gagner mieux que toi, mais ils vont t'envier. Ils peuvent être en train de gagner mieux que toi, mais ils vont penser que mais toi, tu gères mieux ton argent. Malgré le peu que tu gagnes là, pourquoi est-ce que c'est toujours toi qui es bien présenté? Tu ne viens pas te plaindre à quelqu'un, on ne connaît pas tes problèmes, tu ne viens pas te lamenter. Donc ça déjà, ça crée un problème. Pourquoi est-ce que... on commence pas chez... Bon, juste pour dire quoi, c'est... En fait, je pense que je résume ça dans l'envie. Si chacun pouvait juste comprendre que j'ai besoin de l'autre pour grandir, tant que l'autre sera à côté, on dit l'union fait la force. On va mieux grandir ensemble. En l'éliminant, je vais jamais arriver là où je dois. Parce que sa place n'est pas ma place. Il y a un psychologue français qui dit, Pascal, il dit, si je prends ta place, je ne suis plus à ma place. Et si je ne suis plus à ma place, je t'empêche d'être à ta place et je ne peux pas être à ta place non plus. Donc, que chacun reste à sa place. Chacun pour soi. Donc, en prenant ta place, non, je ne peux même pas, dans le cas d'espèce, prendre ta place. Et en te faisant partie d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas occuper ta place. Du coup, pourquoi je me suis gaspillé? Pourquoi j'ai dépensé autant d'énergie pour un résultat zéro? Et c'est après que le résultat soit zéro qu'on sera à cette évidence-là. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, certains sont satisfaits du fait que tu sois malade. C'est lui qui t'a rendu malade, tu es à l'hôpital, et il viendra te rendre visite avec le sourire. Il va t'apporter à manger et à boire. Il va te jouer les serviables. Ça, c'est les pervers narcissiques, les pires espèces qu'on puisse. Ils sont avec nous, ils vont rire avec toi, ils se font ton ami ou tes amis pour avoir l'information, pour savoir comment te faire le plus mal possible. Parce qu'on a déjà tenté dans le noir, on n'a pas pu. On a déjà tenté sous la lune, on n'a pas pu. On a tenté sous le sol, on n'a pas pu. Et on a compris que bon, il faut se rapprocher de lui, il faut se faire son ami pour. Et ça, on le vit au quotidien. C'est le quotidien de... Et malheureusement, de plus en plus, ça devient légion. Je vais peut-être aller un peu plus loin quand je finis d'explorer cette manière personnelle, individuelle, qui nous amène à être gratuitement méchants. Il y a aussi le conditionnement, l'environnement d'aujourd'hui. Vous voyez, notre quotidien social aujourd'hui nous pousse à l'agressivité. Parce que déjà, c'est difficile pour moi de payer le loyer. Nous sommes le 27, je n'ai pas encore trouvé l'argent du loyer. Les factures sont là. Et le manger au quotidien, c'est difficile. Quand je me lève le matin, c'est avec beaucoup d'intensité, beaucoup de nervosité, parce qu'il y a la pression de la charge, de la responsabilité qui est là. Et il y a un enfant peut-être qui ne se sent pas bien. Donc, un parent dans la rue, comme ça, et qui est focalisé sur comment je fais pour résoudre ces problèmes quotidiens, on est encore à première échelle de la masse de Maslow. On est là au premier échelle, premier niveau, les besoins primaires de Maslow. Mais un monsieur qui est à ce niveau et qui du haut de ses 40-50 ans est à ce niveau, vous voulez qu'il soit souriant, qu'il applaudisse les gouvernants, vous les voir, autorités en train qui de vous voient, rouler et qui vous dans disent votre bonjour, belle ça Mercedes. va. Mais si il veut passer, vous serrer un peu mal, il va vous agresser. C'est-à-dire, il va estimer que malgré tout, vous voulez encore lui faire mal. Parce que bon, il est sur son trottoir ou il est sur sa voie, à sa moto, et toi, dans ton véhicule, tu veux garer, et tu as oublié rapidement de mettre le clignotant, mais tu estimes que comme tu es en véhicule, tu vires rapidement. Il va se sentir en danger, il va t'agresser. Du coup, l'intolérance aussi dans la rue peut s'expliquer aussi par la cherté de la vie. Je vais dire les difficultés quotidiennes qui ne font que s'agrandir. L'emploi qui devient rare, on perd de plus en plus d'emplois, on n'en trouve pas. On va à l'école pendant longtemps, il n'y a pas d'issue.
encore qu'on parle de professionnels, aller dans la formation professionnelle technique et tout ça, les terres ne sont pas disponibles ou de plus en plus ne peuvent plus produire comme hier. Il y a tout ça là qu'il faut prendre en compte. Mais toutes ces réalités, il faut dire que l'être humain le connaît. Naturellement, on le vit, on pressent le danger. Donc, quand on met tout ça ensemble, ne demandez pas aux gens d'être souriants, d'être gentils, d'être... Non, il est dans la jungle, il faut qu'il se batte pour avoir le peu qui lui appartient. Oui, ben le Couchard, sur un point très important, le conditionnement même dans lequel nous vivons, qui peut vraiment être objet de cette méchanceté. C'est presque comme une malédiction qu'on vit alors qu'on voit les autres. Non, c'est plus comme quand toi tu es dans une précarité excessive qui n'a pas de nom, c'est-à-dire c'est carrément l'indigence. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui sont capables de vivre dans une journée au-delà de 200 000 francs. Ne lui demandez pas d'être heureux de vous voir là où vous êtes. C'est pourquoi l'autre là, Thomas Sankara dit que la Bible ne peut pas être lue et interprétée de la même manière que quelqu'un qui a faim et quelqu'un qui est rassasié. Il doit avoir 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. qui va prendre les deuxièmes éditions. Vous voyez, imaginez un instant un étudiant qui est assis dans une foule et subitement, il voit une autorité venir. Il se lève avec la mine renfroyée et il disparaît. Il y a son aîné, pour ne pas dire son père ou son grand-père, Félix Houphouët-Boigny, qui a dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Le ventre affamé n'a point d'oreille, effectivement. Donc, je pense que les gouvernants, les politiques d'aujourd'hui n'ont pas compris ça. Lorsqu'on imagine un étudiant qui est assis dans une foule tout souriant, il voit une autorité venir s'asseoir, il se lève avec la mine renfroyée et il le regarde méchamment et il disparaît. Comment peut-on interpréter ça? Il se dit certainement c'est celui-là qui est à la base de mes problèmes. C'est celui-là qui est à la base de nos problèmes. Je ne suis pas intéressé. Et c'est à cause de lui que nous on a de difficultés à manger aussi aujourd'hui. Parce que peut-être son cerveau a déjà été formaté comme ça et on lui inculquait tout ça dans la tête que c'est parce que les dirigeants gèrent bien mal le pays ou bien c'est parce qu'il y a une mauvaise répartition des richesses du pays que vous en tant que jeune vous vivez autant de difficultés. Donc du coup quand il voit un dirigeant ou une autorité, il a la haine, il a de l'antipathie pour lui. Il a envie tout de suite d'en découdre avec lui ou carrément de ne pas du tout le voir. Sa tête ne lui plaît pas. Ça instaure déjà la méchanceté en lui. Vous voyez, le simple fait qu'il pense ça peut déjà mettre la méchanceté en lui. N'allons même pas jusqu'à l'autorité. Quand par exemple, tu es dans une maison où vous avez des difficultés souvent à joindre les 2 bouts, alors que vos 2 parents sont en vie. Il y a certains enfants qui, dans leur raisonnement, vont jusqu'à penser que c'est parce que leurs parents là ne jouent pas bien leur rôle ou qu'ils ne les aiment pas, qu'eux ils sont en train de souffrir comme ça. Oui. Parce qu'ailleurs, il y en a d'autres qui n'ont pas les 2 parents, mais qui vivent mieux qu'eux. Vous voyez? Et donc déjà, la psychologie est atteinte et ils se disent, non, mon malheur, c'est lui qui est responsable de ça. Mon malheur, c'est lui qui en est à la base. Et déjà, c'est-à-dire psychologiquement, l'enfant est déjà atteint. C'est-à-dire en lui, il ne pense tout le temps que c'est l'autre, ce sont les autres qui sont à la base de son malheur à lui. Et chaque fois, à force de penser comme ça, il devient naturellement méchant. Aigri. Il devient aigri, merci. Le mot là est bien placé. Il devient aigri. Or, si l'éducation de base qu'on lui a donnée, entre-temps, lui faisait voir les choses autrement, où on dit, ah oui, nous vivons dans un monde où ce n'est pas facile de joindre les 2 bouts. Même le parent aussi, aucun parent ne va vouloir le malheur de son enfant. Et à force d'entendre ces choses-là dans sa tête, dans ses oreilles, il va percevoir les choses autrement et peut-être compatir plutôt aux difficultés de ses parents en pensant peut-être à faire de petits jobs ou des trucs comme ça. Genre, c'est pour aider mes parents. Vous voyez, c'est pourquoi tout à l'heure quand M. Ali Khono a parlé d'éducation, je dis, je suis d'accord avec lui. Totalement en phase avec cela. Oui, parce que... Je me permets de donner un exemple pour dire un exemple plus près, quoi. Familial. Plus illustratif. Familial, plus illustratif. Parce que cette méchanceté, vous savez, j'étais chez le mécanicien un jour, quand une dame criait sur ses enfants qui n'ont pas réchauffé la sauce et qui d'ailleurs n'ont pas mangé cette sauce-là.
qu'elle a pris de la peine à cuisiner, elle a allé chercher l'argent, cette sauce, elle a mis tout, et ils n'ont même pas chauffé jusqu'à midi. Elle criait. Si ce n'était pas que on était dehors. Elle allait les bastonner. Vraiment. Et le mécanicien qui est beaucoup comédien demande à la dame, mais c'est quoi cette sauce qui est si chère et pour ça tu es prête à couper la tête des enfants? Il faut amener, nous on va dire ah non, qu'elle a dépensé 3 000 francs pour faire sa sauce. Et puis, honnêtement, quand elle a dit 3 000, j'ai dit, pour 3 000 francs. C'est beaucoup, c'est une fortune. Mais tout de suite, je me suis essayé de dire, bon, pour moi, ce n'est rien. C'est rien peut-être. Mais pour elle c'est une fortune. Parce que quand je la regarde, veuve, aller se promener sous le soleil tout le temps pour revenir dépenser 3 000 francs pour faire une sauce, les enfants négligent. C'est ne pas reconnaître ses efforts. Cette agressivité de cette dame qui fait fi de... Il y a des étrangers, je suis dehors, je vais... Alors que ce n'est pas que les enfants ont bouffé la sauce. C'est même pas comme nous là dans le temps. Et elle n'est pas là, bonne sauce. Et ils se sont jetés dessus. Non, ils ont mangé autre chose. Ils n'ont pas touché à la sauce. Ils ont été très sages. Non, mais le fait de ne pas réchauffer peut faire que ça va se gâter. Le fait de ne pas réchauffer, c'est ça maintenant. Peut faire que ça va se gâter. Oui. Ce n'est pas encore gâté. Mais ça pour ça, le risque. Tu vois, tout ce qu'elle sort. Pas parce que les enfants n'ont pas réchauffé réellement ou que ces enfants sont mal éduqués. Mais quand elle regarde toute la souffrance derrière l'argent qu'elle a eu et qui risque d'être jetée à l'eau, en fait, ça révolte. La méchanceté humaine peut être illustrée par l'histoire du douanier Taïgla à l'époque de Kérékou. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette histoire-là. Taïgla, un douanier, il a eu une femme. Et vous savez, la femme, parce qu'elle a appris que le monsieur en question est en train de chercher une autre femme et risque de prendre une autre femme, dans sa psychologie, il ne faut pas que d'autres enfants issus d'une autre femme viennent hériter avec sa fille. Or, elle n'a qu'un seul enfant, qu'une seule fille. Vous savez qu'il a mis en branle l'assassinat de son mari. Qu'elle a mis en branle l'assassinat, le plan d'assassinat de son mari. Il a payé des tueurs à gages qui ont tenté, entre-temps, n'ont pas pu. Et elle-même, elle a participé directement au meurtre du monsieur. Et là, ils l'ont achevé dans la chambre du monsieur. Et quand ils l'ont achevé, c'était à l'époque où, quand tu fais quelque chose là, on t'exécute. Oui, œil pour œil. Et on les a tous exécutés. Oui, on les a exposés. Exposés. Les photos ont circulé. Voilà. On les a tous exécutés. Tous ceux qui ont participé au meurtre là ont été tous exécutés. Parce que dans le temps, ils ont lancé une enquête qui ne sont pas les enquêtes d'aujourd'hui. Ils ont lancé une enquête qui a permis de mettre la main sur eux tous. Donc, tu veux dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus enquête? Bon, je ne dis pas qu'on ne fait pas bien. Pour l'époque là, comparé à aujourd'hui, je suis en train de faire une comparaison. Mais non, je voulais dire, est-ce qu'on peut résumer cette méchanceté là simplement par le vice qui se traduit par ce qu'on appelle communément les 7 péchés capitaux là, l'orgueil, la luxure, l'envie, la colère, la gourmandise et je pense la paresse. Paresse aussi qui peut être objet de méchanceté. Toi, tu veux rien faire, et bien tu pries pour que ton parent peut-être meure pour pouvoir hériter de la... Si c'est que tu te limitais même à la prière, on va dire que Dieu va t'exaucer. Si c'est que Dieu trouve que c'est une prière à exaucer, mais c'est toi qui, dans le noir, cherches à tuer ton propre parent pour pouvoir hériter. Donc, est-ce qu'on peut résumer que cette méchanceté-là se retrouve dans ces vices-là que nous appelons les péchés capitaux? Bien sûr, je pense que tout se retrouve dedans. Et comme je le dis, c'est toujours le côté pervers, le côté mauvais, le côté exagéré qui vient tout détruire en fait. Et je suis d'accord avec que ces vices sont permanemment présents dans cette méchanceté. C'est même les vices là qui donnent corps à cette méchanceté. Parce que bon, aucune bonté n'est dedans. Il n'y a pas de bonté. Il n'y a pas de gentillesse, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de charité. Et dans ce que nous sommes en train de dire, ce sont donc l'exercice même, plein exercice de ces vices, vu par une mauvaise interprétation. Parce que celui qui le fait estime que c'est son droit de le faire. Il est en droit de se défendre. Parce qu'il se sent agressé et il pense qu'en renvoyant la balle d'une certaine aussi forme
d'agressivité, en se défendant, je peux dire, alors il va obtenir justice. Et je pense que c'est exactement comme ça que dans tous les cas de figure, vous allez les retrouver. Dans le cas d'un héritage, l'aîné estime que c'est lui qui doit pouvoir maintenant redistribuer les choses. Et donc, quand il va finir de prendre sa part, il va pouvoir penser aux autres. Parfois, même, c'est même pas l'aîné. C'est celui peut-être qui est à la 4e, 5e, 6e, le plus gros paresseux de la maison. Celui à qui papa faisait confiance, à qui on a, ou le premier qui est venu prendre les papiers. C'est lui maintenant qui commence par tout faire pour que tout aille. Juste une histoire, j'ai un ami, la dernière fois, ils ont des maisons. Ses parents sont décédés, ça doit faire près de 10 ans maintenant. Ils ont des maisons, ils sont 2 pour sa mère, et puis les autres sont, je crois, 5. Ils ont des maisons à Cotonou, bien situées. Vraiment, si on met maintenant, ils deviennent riches. Je connais le gars et c'est pas la rose chez lui, il se défend au quotidien. Mais c'est lui qui a les papiers. Il dit, je ne le fais pas. Je ne sors pas pour l'instant. Ils ont fait tout. Mais il dit, non, je ne sors pas. Mais pourquoi? S'il sort tout de suite, qu'on fait les estimations là, il est sûr qu'il ne fera pas un mois. Ah. Entre frères et sœurs, même truc. S'il sort les papiers tout de suite, on prend les estimations, on fait les estimations, on vend, là, il ne fera pas un mois. Pour l'instant, ils ont partagé, ils ont mis les choses en location, donc chacun va percevoir. Donc pour l'instant, personne ne se plaint. Mais dès qu'ils vont faire estimation, ils vont savoir que tel va coûter tant, tel va coûter tant. Chacun va vouloir rentrer en possession pour régler ses problèmes. Et du coup, lui, qui est comment ils appellent ça, en quelque sorte le gérant désigné par les parents, il faut que ça se passe. Et lui, c'est un exemple. J'ai un autre exemple il n'ose même pas réclamer. Même quand ils ont vendu les biens, il a dit, prenez tout. Et pourtant, on estime que malgré qu'on a tout pris, pourquoi lui il est devenu docteur, pourquoi lui il a voyagé, pourquoi son enfant à l'extérieur, il n'a hérité de rien. Il n'est pas allé à l'école avec l'argent des parents. Il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé vraiment comme enfant de rue. Et il s'est réalisé. Et c'est lui l'administrateur des biens? Non, même pas. Même pas. Il a laissé ses aînés, puisque je crois que c'est lui le Benjamin, il a laissé ses aînés gérer. Il n'a rien demandé. Lui, il n'a rien réclamé au fait. Maintenant, pourquoi il n'a rien demandé, réclamé? Mais il est devenu docteur, il a 2 doctorats, son enfant à l'extérieur, il ne se plaint en personne. Donc pour ça là, il doit le jalouse. Il doit être tout le temps malade, il ne doit pas être bien, il ne doit pas être. Bon, je pense que ce sont des réalités qui sont sous nos cieux et qu'on vit au quotidien. Vous savez, moi j'ai une chose à dire. La méchanceté est liée à la mentalité. C'est une affaire de mentalité. C'est comment vous raisonnez. Vous avez parlé tout à l'heure, l'autre a évolué. Comment je vais faire pour parvenir à son niveau? Mais combien sont à poser cette question? C'est pourquoi je parle de mentalité. Et à la mentalité, il ne faut pas oublier, il y a un point culminant là, un point très important. La sorcellerie. Sincèrement, moi je le dis ouvertement, la sorcellerie. Vous savez, c'est la sorcellerie surtout qui amène beaucoup à devenir impardonnable aujourd'hui, à devenir intolérable aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'ils ont ce qu'il faut pour détruire l'autre facilement. La sorcellerie ou le pouvoir? Si je dis, il a ce qu'il faut, il sait qu'il a quelque chose pour te nuire. Donc, vu ça, je peux oser grandement aller demander. Bon, peut-être, mais moi je voudrais... Non, il n'a qu'à finir sa sorcellerie. Non, parce que je dis, la sorcellerie, même la sorcellerie, moi je peux considérer ça comme une sorte de pouvoir maléfique. C'est un pouvoir. Oui, c'est du pouvoir. J'ai ce pouvoir-là. Ça fait aussi du bien. Je ne veux pas entrer dans ce... Il y a des bons sorciers. Non, n'allez pas là-bas. Vous finissez pour qu'on évolue. Quand vous... C'est pour ça que je voulais le couper. Quand l'autre sait ce qu'il faut pour pouvoir t'achever ou pour pouvoir te créer des ennuis, mais il va vouloir prendre la part du lion quand il s'agirait d'un héritage. Et il sait que quand on va commencer, étant donné que lui, il est armé spirituellement, toi tu n'es pas armé spirituellement, c'est lui qui aura le dessus. Et c'est-à-dire, il va te créer des ennuis pas possibles. Donc, si peut-être il n'avait pas ça,
s'il n'avait pas ce pouvoir spirituel, ce pouvoir destructeur-là, il allait raisonner autrement. Et penser que, pour ne pas avoir de problème, moi je n'ai personne ou je n'ai rien, pour ne pas avoir de problème, il vaut mieux que j'aille mollo mollo. Mais si par contre il a ce qu'il faut pour détruire, il va dire non, c'est moi la chose. Moi, je serai ici et ils vont venir faire quoi? Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Donc, la sorcellerie vient encore exacerber cette mentalité destructrice-là en nous. Et franchement, quand nous mettons nos enfants au monde là, ne blaguons pas avec leur éducation. Inculquons-les les bonnes manières. Inculquons-leur c'est-à-dire les valeurs, les valeurs qui en réalité vont faire des enfants dociles, des enfants sages, qui auront quand même... Mais cela dépendra plus tard de leur choix. On a de la société. Tout leur donné, tout, vrai. absolument tout. Ils sont blindés. Mais il faut quand même... Ça dépendra de leur choix. Il faut quand même faire pour vous d'abord. Ce n'est pas ça qui va nous empêcher de faire ce qui est de notre devoir en tant que parents. Parce qu'on l'aura au moins fait avant que ça ne change plus tard. Et il faut aussi la prière. Parce que, vous savez, parfois, vous avez dit tout à l'heure, nul n'est méchant volontairement. Je suis tout à fait d'accord avec vous, nul n'est méchant volontairement. L'homme n'est innocent et c'est la société qui vient ensuite le corrompre pour le changer en mal. Ce qu'on ne souhaite pas. Donc, franchement, la méchanceté humaine, si nous devons tenir compte de la méchanceté humaine, il nous sera difficile de faire du bien aujourd'hui. Et le fait de dire je ne vais pas le faire parce que plus tard il va se révolter contre moi. Si je ne lui fais pas ça aujourd'hui, est-ce qu'il sera reconnaissant demain? Vous voyez, cette manière de voir les choses fera que nous allons tous devenir méfiants. Et la méfiance totale va s'installer au point où, comme l'a dit quelqu'un, mais pour régler le problème, pour qu'on évite les problèmes. Pour quand même illustrer les 5 vices dont tu viens de citer, je prends l'exemple d'une entreprise où le promoteur, par confiance, bien sûr, il regarde, il crée sa chose, il recrute, mais comme tout être humain normal, il dit, André, c'est mon cousin, il est compétent. D'accord, c'est mon cousin, mais il a la compétence, il a fait la formation, il est compétent, bien c'est mon frère, il est compétent, je le prends. Pour un peu comme... vraiment mon homme de confiance dans l'entreprise. Vous voyez ce pouvoir qu'on confère à André quand il vient et que comme c'est l'ami, c'est le frère, c'est le cousin qui doit pouvoir couvrir. Et malheureusement, je prends vraiment le mauvais exemple. Le promoteur qui souvent utilise ou use par le biais d'André pour quand même j'ai envie de dire frauder dans sa propre entreprise. C'est-à-dire pouvoir sortir, si il savait qu'André est comptable peut-être, ou son RAF, sortir l'argent et justifier sans. Mais quand André sera en train de sortir l'argent pour toi régulièrement, qui n'a pas son compte, toi tu as ton véhicule. André peine à rouler sa moto. André va toujours te donner l'argent comme ça. Quelque part. André aussi, il est bête. Il va commencer par dire si je lui donne 1 million, il faut que j'ai 100. Et 100 000 francs va plus suffire à André au fur du temps. Plus tes besoins vont grandir, plus lui aussi ses besoins vont grandir. Et quelque part, lié par le lien aussi de sang, tu n'auras pas, avec déjà ce que tu fais avec, tu n'auras pas le coup d'étrange pour ramener André peut-être à la raison. Et dire, il faut. Et cette fragilité, peut-être, je vais dire institutionnelle, peut amener André à dire, avec tout ce que j'ai fait pour lui, aujourd'hui il va oser dire qu'il veut m'humilier ou c'est moi qui vais porter. Donc on va rentrer facilement comme ça en adversité. On parlera de méchanceté de la part d'André pour ceux qui vont regarder de l'extérieur. Mais André, mais entre-temps, mon fofo ne vous a pas dit qu'il m'a exploité. C'est moi le méchant de la... Mais, donc André s'estime en légitime défense pour le détruire. Et malheureusement, on a tellement ça dans les entreprises là. Ça peut ne pas être un lien de famille, mais je suis venu et je regarde stratégiquement, je prends celui qui, et on se lie une certaine amitié fraternelle, et puis il se sent lésé dans cette fraternité, dans cette amitié. Et du coup, se sentant lésé,
il va vouloir réagir. Et malheureusement, on a tellement ça. Je m'en vais encore sur un exemple. On dit, Angèle parlait tout à l'heure on est dans une entreprise, on peine à prendre le salaire. Vraiment. Mais le promoteur, il vient toujours en véhicule, sa femme roule en véhicule, ses enfants sont dans les grandes écoles. Ça ne veut pas dire que pour lui aussi, ça va bien. Il peut avoir ses problèmes plus que pour nous. Lui, il aura les problèmes de la à hauteur de 5 millions, c'est clair. Mais il a ses problèmes. Il a ses problèmes. C'est toujours relatif. Forcément, plus que nos problèmes. Mais ce que nous, on regarde, c'est que, voilà, nous sommes quelque part et on estime que s'il diminue son train de vie de 2 rangs là, nous, on est plus que gâtés. Donc, est-ce qu'il nous aime vraiment? Et on estime que c'est ce qu'on fait qui le met à ce niveau de vie. Du coup, si on le coupe c'est un peu comme ça. Oui. Si on le coupe l'herbe sous les pieds, quand même, il va redescendre sur terre. Et voilà que on vient pour une réunion, pendant que nous, on n'a même pas l'eau à boire. Il vient et puis se demande une tasse de café. Ou une pomme. Ou il vient avec une pomme pour dire c'est son petit déjeuner. Alors que c'est un luxe déjà pour moi. Il vient une tasse de café, une pomme. Ce petit geste, tout à l'heure quelqu'un parlait des déclencheurs. Ça peut faire que la réunion qui était partie pour venir, on vient pour lui exposer quelque chose, ça va irriter tellement quelqu'un qui a peiné hier à donner à manger à sa famille, qui pourtant était toujours calme et sage, va se dire mais c'est un affront. Il sait bien qu'il ne nous a pas payé, ça fait 3 mois. Et qu'on n'a pas à manger. L'autre m'a dit qu'il était parti se plaindre à lui la dernière fois. Mais qu'il vienne maintenant prendre son café. Ça veut dire que nous, on n'est rien. Donc, quelqu'un peut pas dire, il faut que ça s'arrête. Donc, il y a quand même ces petits comportements aussi qui peuvent irriter. Quand même peuvent venir envenimer la chose. Mais il faut dire, en tout et pour tout, la méchanceté n'est jamais... je vais dire, ça ne sort pas de nulle part en fait. Il y a forcément un déclencheur. Il y a toujours quelque chose. Mais, alors, nous devons Vous voulez rajouter bon? Oui, effectivement, nous devons vous savez, le fait que on soit dans des situations difficiles et ceux qui en principe sont censés agir pour que nous on ait un peu de soulagement ne font rien, ça irrite davantage et ça rend beaucoup plus, beaucoup plus révoltant. C'est naturel et ça se passe toujours comme ça un peu partout. Ce n'est pas pour rien que dans certaines entreprises, quand ça ne va pas, les employés s'entendent pour faire une sorte de grève et empêcher que le travail évolue. C'est pour dire au patron, nous en avons assez. Oui, c'est pour dire nous en avons assez. Et d'où les agressivités et autres, on ne souhaite pas. Nous allons faire à nouveau un tour à la régie pour donc suivre ce qu'en disent les citoyens, suivre le clip du jour, Saba Nazer, enfin, Etoufla Nazer, on va y arriver. Etoufla Saba, pour revenir aborder d'autres aspects de notre thématique. Alors, on dit que l'homme est un loup pour l'homme, c'est une évidence et non une vue d'esprit. Mais est-ce que cela signifie que la vie en société est devenue une guerre permanente de chacun contre chacun? Ça c'est la prochaine interrogation. Et si l'homme est si mauvais, pourquoi notre monde actuel n'a pas connu peut-être le sort de Sodome et de Gomorrhe? Voilà encore une autre interrogation à laquelle nous allons répondre quand on reviendra tout de suite. Dieu même qui a créé l'homme regrette de l'avoir créé. Vu sa méchanceté dans son cœur noir. L'homme peut toutefois t'arracher ce qu'il t'a donné, ce qu'il t'a promis là. Parce que si je lui donne, il va me dépasser. Donc il peut ne pas encore dire, bon mon frère, tu me souviens ce que tu avais dit là, bon je ne peux plus te donner parce que quoi? Il sait qu'en t'assistant, en te donnant là, tu vas plus avoir un de plus. Donc sur cela, il est obligé de ne plus obéir à sa promesse. Donc là, c'est une expérience palpable que j'en ai vécu avec aussi les frères consanguins. Ça commence d'abord de la maison et non au dehors. Il faut faire avec et savoir que je ne peux qu'avoir confiance en moi.
et non à une autre personne. L'homme est mauvais. Pourquoi dit-on que l'homme est un loup pour l'homme? Bon, c'est une assertion, comment dirais-je, littéraire, hein, littéraire qui, s'il faut réfléchir, répondre à ça, peut-être que les réponses ne seront pas les mêmes d'un homme à un autre ou bien d'un individu à un autre. Hein. Ça dépend des réalités sociologiques que chacun vit. Vous voyez, l'homme est un loup pour l'homme. Il y a la méchanceté de l'homme ou la méchanceté des hommes. Hein, quand vous rencontrez un homme ou bien vous voyez un homme, vous ne savez pas ce qu'il pense de vous. Et c'est vice-versa. Quand vous vivez ensemble dans une communauté, que vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, les caractères d'un individu à un autre ne sont pas les mêmes. Ce que l'un pense de l'autre, personne ne sait. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, s'il y a des comportements de quelqu'un qui ne cadre pas avec ceux de son voisin, il peut penser des choses tout bas contre lui. Et c'est à partir de cet instant, l'homme commence par mijoter en lui de petites idées diaboliques, malsaines, pour nuire à son prochain. Et ça, c'est une caractéristique qu'on rencontre surtout dans la société béninoise. L'homme ne naît pas mauvais, mais il est corrompu. Il est corrompu par la société, comme l'a dit un grand écrivain ou bien un philosophe. C'est la société qui le corrompt. Est-ce que vous voyez? Bon, donc, en soi, l'homme, même quand il n'est pas mauvais. Les caractères, il les acquiert de la société. Et voilà. Et c'est partout, dans tous les milieux, dans la société, dans les services. Partout où l'homme se trouve, ce qu'il pense tout bas, on ne sait pas. L'essentiel est qu'on vive en liberté, qu'on se fasse confiance mutuellement. Voilà, et qu'on se dise mutuellement la vérité. Nous ne nous aimons pas. Parce que la vie là, c'est dangereux. Donc chacun sait comment il est arrivé dans cette vie là. Oui, j'ai vécu avec des gens. J'ai vécu avec des gens où aujourd'hui, je sais comment on a vécu et comment moi-même, personnellement, je vis chez moi. Il faut avoir l'amour de son prochain. L'amour de son prochain parce que l'amour, c'est mieux que tout. Il faut aimer son prochain. Même si quelqu'un te piétine, dis-lui, il a qu'à te demander pardon ou bien, je ne sais pas, et laisse-le, il va partir. No matter whether Manjila, Tagwe wata sita jenai, Tagwe wata sita we. Matter whether Manjila aje, Tagwe wata sita we me, Tagwe wata sita we. So hello. Tuzokoja wegbe webe. Tuzokoja wegbe la. Eko sepo ho dogo hoji. Babo weto. Roba yete konyaji. Oso jibi do pe ome. Asuzo kara.
Alléluia. Je le dis et je le répète. L'homme est un loup pour l'homme. Je le dis et je le répète. S'il m'était permis de rencontrer Dieu, je lui dirais que l'homme n'est pas bon. Ce titre me rappelle un son de Ravislo dans la même lancée. Betole nonziayi dohenu bele irok betole nonziayi dohenu bele nu kandu to alo atonle nonziayi dohenu bele ye ma batwe na yon ye ka fon yero ma u lowe ye mo we ye na konu adu te 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 rome ton mando mo no yon fo de do betome ye no eluwe betemedie aho eluwe Ah, mais on dirait qu'il est un artiste. eluwe betemedie eluwe betemedie. C'est quoi? Dans une autre vie, vous étiez artiste? Je suis choriste. Ah, vous êtes choriste. Ah, mais il fallait vous intéresser également au chant de façon officielle. Oui, Ah, je ça chante, va. j'ai écrit des textes. Et vous n'avez Je jamais sorti. ne suis pas encore allé en studio, mais ça va venir place. Ça vous va assez bien. Donc, c'est un thème, un titre de Rabi Qui est mieux Slow chanté. quelque peu résume tout ce que nous avons dit. Et Marc Bey a cité. Dobo et Borazon, Bobo, les deux. justement. Bon, c'est un fond pour nos téléspectateurs qui nous suivent hors du Bénin. C'est notre langue locale, enfin l'une de nos langues locales au Bénin. La langue la plus parlée d'ailleurs. Donc, en fait, c'est quelque peu pour résumer la méchanceté de l'homme. Et l'artiste se demande, mais dans quel monde vivons-nous avec autant d'agressivité, autant de méchanceté? Voilà. Alors, nous allons continuer après cette petite traversée avec Calice. Alors, l'homme est un loup pour l'homme. Ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité. Plusieurs conditions ou plusieurs événements le conduisent à cette méchanceté, à cette agressivité. En tout cas, il y a toujours un déclic. Mais si c'est qu'on a fini par affirmer que c'est une réalité, alors notre société est-elle finalement un monde où nous sommes en perpétuel combat les uns contre les autres, André? Non. Non, pas du tout. Parce que, heureusement, pour commencer, j'ai dit, il y a les deux en nous. Et c'est nous qui prenons le libre arbitre, la décision. Nous avons le libre arbitre, nous prenons la décision d'exercer un pouvoir ou pas, ou de ne pas l'exercer. Du coup, oui, c'est vrai que nous sommes dans un monde où le conditionnement, tout semble être fait pour vraiment nous amener à être beaucoup plus agressifs aujourd'hui. Mais, à côté, il y a la possibilité de ne pas être agressif. Si tel est que mon équilibre personnel, parce que quand la guerre commence, personne n'est épargné. C'est ça. Personne n'est en paix, personne ne vit comme il aurait souhaité. Du coup, ce n'est pas la solution. C'est vrai que c'est très difficile. Théoriquement, c'est facile à dire. Mais dans la pratique, pour qui a déjà vécu au moins une fois dans un pays en guerre ou en conflit, comprend que ce n'est pas la solution. Ça n'a jamais été la solution. D'ailleurs, il faut penser à soi. Et quand chacun va se mettre à penser individuellement à son bien-être, à son épanouissement, à sa santé mentale, je vais dire quoi, à son accomplissement, je pense qu'on va nuancer. On va réfléchir avant d'agresser l'autre, avant de sortir notre agressivité. Parce que, je m'estime en droit de me défendre, d'agresser, d'aller en adversité ou d'agresser. Mais Angèle, que je vais attaquer, s'estime aussi en droit et a la possibilité de se défendre. Et du coup, rien n'est gagnant d'avance. Rien ne dit que c'est moi qui vais gagner parce que je suis homme. Je ne sais pas quelle a été l'expérience d'Angèle. Peut-être en l'attaquant, en l'agressant, soi-disant me défendant, elle peut me faire un retour
Et c'est moi qui vais partir perdant, pour ne pas dire blessé, dans cette histoire. Si je me refais un peu à toujours tout ce qu'on vient de dire, notre réalité ici, il y a ce qu'ils appellent retour à l'envoyeur. Donc, tu ne sais pas à qui tu t'attaques sur le plan mystique dans l'entreprise. Tu ne sais pas de quoi l'autre est capable. Et tu te rends compte que tu fais tout, mais c'est toujours toi qui as des problèmes. Est-ce que c'est qu'il est forcément capable de quelque chose? Ça peut être, comme les fonds le disent, Romain Von. J'allais en venir. Il y a cette réalité-là. J'allais en venir. Mais au-delà, avant même de ça, c'est que chacun vient de quelque part. Et il y a l'autre qui dit, là où tu crois te cacher, moi je dors là. C'est ça. Donc, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas de quelle eau il a été lavé, parce que personne n'accouche son enfant pour l'envoyer dire, on protège jusqu'à un certain niveau. Vraiment, c'est le rêve. Donc, il y a cette réalité de retour à l'envoyeur qui fait que souvent, tu fais, mais c'est toujours toi, ta famille qui récolte des problèmes. C'est toujours vous qui avez des problèmes. Et je pense que c'est dans la même logique. Et autre chose, c'est que si l'autre, en agissant, comme je l'ai dit, ton vase était déjà plein. Lui, il a agi de façon naturelle, sans arrière-pensée, mais de façon naturelle, mais logique. Il pensait que c'était pas bien ce que tu as fait, ou c'était pas ce qu'il fallait faire, mais il te ramène à l'ordre, ou il te fait un reproche. Et si cette goutte d'eau est venue faire déborder ton vase, et que tu penses que c'est lui qui a été le déclencheur, et que tu veux lui faire mal, mais lui n'est pas venu en agressivité. Donc, du coup, tout ce que tu vas faire, Dame Nature qui nous protège tous, ne va pas permettre que tu puisses l'atteindre. C'est ça. Il n'a peut-être rien spirituellement fait parce qu'il pense vraiment pas à toi. Et je pense que sur ces deux modes-là, on n'est pas obligé de vivre en guerre, en agressivité au quotidien. On a la possibilité de vraiment nous concentrer sur nous. Et par expérience, je pense que quand tu te concentres réellement sur toi et tu penses bien, tu penses ton évolution, tu prends tout ça comme Alpha Blondy l'a dit, comme des pots de banane qui vont te faire glisser, mais qui ne vont pas te faire tomber. Et tu prends tout ça comme des pots de banane sur ta route. Donc, tu vas faire plus attention. Si bien que tu vas marcher sur des pots de banane, mais tu ne vas même pas glisser. Parce que tu sais, en posant ton pied, que c'est un pot de banane. Donc, ça ne va pas te faire glisser. Du coup, quand tu es dans cette logique-là, tu n'es pas dans un monde où tu es en guerre. Tu circules dans la paix et tu vas forcément, moi j'en appelle souvent, et toutes mes actions, c'est surtout pour ça, pour dire, si chacun, la plupart, de plus en plus, on commence par véhiculer cette essence-là, on va impacter davantage de gens qui vont se sentir bien, à l'aise, et qui vont quand même aider à ce que on puisse s'accomplir ensemble. Oui, c'est la même question. Je demandais si c'est un combat perpétuel des uns contre les autres dans cette jungle. Oui, vous savez, ce n'est pas pour rien quelqu'un a dit la vie c'est un combat. La vie c'est un combat, ça ne marche pas si tu ne te bats pas. Oui, et ce combat-là, ce qui est mauvais est que, c'est-à-dire, nous vivons en quelque sorte dans la jungle. Spirituellement parlant surtout, hein, parce que ce n'est pas pour rien. Vous savez, dans certaines familles, même on dit, il y a nos familles, c'est certainement parce que c'est une famille où, à la base, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de sorcellerie et autres. Et arriver à sortir la tête de l'eau, ce n'est pas chose aisée. Et même entre frères, parfois, c'est ça qui est même triste. On est nés du même père, de la même mère. La même couche, et il y a la jalousie qui nous pousse parfois à vouloir nuire à l'autre ou à ne pas vouloir qu'il évolue. Alors c'est chacun pour soi, on dit. L'autre, il a eu la chance peut-être d'obtenir une bourse pour aller à l'extérieur, mais toi, tu vas préparer des choses contre lui pour qu'il ne puisse pas avoir la bonne santé et y aller. Pour qu'il ne voyage même pas. Qu'il ne voyage même pour pas. Que ses papiers se perdent. Voilà, des choses comme ça. Et ce sont ces réalités. Cet argent-là, tu ne peux pas te nourrir avec. Ce sont ces réalités que nous vivons au quotidien. Donc ça devient une sorte de bras de fer, une sorte de lutte incessante, de lutte perpétuelle. Voyez, on parle souvent de la politique
polygamie qui est déjà une lutte apparente, mais la monogamie aussi, parfois, il y a des luttes bizarres, des luttes incompréhensibles dans la monogamie aussi. Bon, finalement, si lutte-là elle la se lutte retrouve partout, autant être polygame. Si elle lutte partout, autant être polygame pour Non, tout mais là. de deux choses l'une. En fait, de deux mots, il faut prendre le moindre. Je peux considérer la monogamie comme le mal le moindre et l'autre comme le mal le plus fort, vous voyez un peu. Donc, c'est partout. Quand tu vas louer quelque part, parfois même on va louer. Moi, par exemple, j'ai loué dans une maison. Il y a une dame, elle est locataire aussi. Savez-vous que cette dame-là m'a attaqué spirituellement? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Tu es allé chercher quelque chose? Est-ce que je lui ai fait quelque chose? J'avais déjà été prévenu d'ailleurs. Mais vous vous êtes pavané devant elle. J'ai envoyé un menuisier faire un travail dans la maison. Et quand le menuisier allait faire le travail, le menuisier m'a dit après qu'il y a certaines choses qu'on doit revoir, sans quoi l'eau va couler quand il va pleuvoir, des trucs comme ça, quoi. Et après, la dame me dit que quand mon menuisier est venu travailler, que l'eau a commencé par couler chez elle. Oh, ça ne coulait pas. Donc, quand mon menuisier est reparti pour pouvoir aller faire les travaux qui restaient, elle s'est attaquée à lui. Et le menuisier s'est fâché, il n'a même plus touché au toit. Et il est venu me rapporter ça. Et pour finir, il me dit, mais si tu dois rester là, fais attention, celle-là, elle doit avoir des choses dans ses ongles. Donc, méfie-toi. Bon, moi, je n'y ai pas Moi, je n'y ai pas taillé d'importance. Et moi, je suis naturellement comme ça. Quand moi-même, je ne vais pas vivre la réalité. Parce qu'on peut dire tout de quelqu'un. Parfois, même, on fait des observations qui en réalité ne tiennent pas. Tu vas dire la chose, peut-être que ce n'est pas ça en réalité. Donc moi, c'est dans cet esprit-là que je n'ai pas pris en considération ce qu'il a dit. Mais j'ai été confronté à ça. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais retenez tout simplement qu'elle m'a attaqué spirituellement, croyant que j'étais quelqu'un qu'elle pouvait abattre facilement. Tu es fort. Ça donne Non, j'ai mon Dieu qui Quand c'est comme ça, ils disent toujours j'ai mon Dieu. C'est comme ça. Moi, j'ai mon Dieu qui est en moi et qui ne peut pas lui permettre. Moi, je ne lui en veux pas. Moi, je ne lui en veux pas. Donc, du coup, si elle m'en veut, elle va taper poteau. Et c'était clair, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas que je... Non. Je n'ai pas quelque chose qui... Non. C'est Dieu. C'est mon Dieu. Rien du tout, c'est ton Dieu. Est-ce que moi, on doute même? Personne n'a dit que tu n'as pas ton Dieu. Et il le dit bien, son Dieu. Oui, mon Dieu. J'ai mon Dieu. Donc, au finish, ça n'a pas marché. Qui me protège. Donc, du coup, elle a tenté, mais elle s'est rendue compte qu'en réalité, elle ne pouvait rien me faire. Et elle s'est rangée. Elle s'est rangée. Vous voyez, celle-là, par exemple, nous ne sommes pas issus de la même famille. On ne se connaissait pas, on ne se connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Et elle pense déjà me nuire. Par exemple, comment on peut interpréter ça? Nous ne sommes pas en train de disputer quelque chose, rien. On est venu se croiser dans la même maison en tant que colocataire. Et voilà, par exemple. Dans les administrations, n'en parlons pas. Au marché, n'en parlons pas. Les bonnes dames qui vendent là. Parce que l'une vend plus que l'autre. Ensemble, les mêmes choses. La clientèle. Voilà. Là-bas, c'est autre chose. Oui, ouais, chacun fait son truc pour pouvoir attirer. Mais si toi, tu as le malheur de trop vendre et que tout le monde vient chez toi, c'est que tu as attisé la colère de l'un. Pour que les gens viennent chez elle. Voilà, ouais, donc c'est une réalité que nous vivons au quotidien. Et c'est sur tous les plans, et c'est partout, le domaine professionnel, familial, partout. Donc, du coup, je peux déduire de ça que vraiment, l'homme est vraiment un loup pour l'homme. Et nous vivons au quotidien cette méchanceté-là. Le plus important, comme l'a dit Petit Miguelito dans une chanson, il faut savoir juste vivre. Mais est-ce que c'est toujours aisé de pouvoir savoir? On peut vouloir juste savoir vivre, mais ils vont venir te chercher là où toi tu te caches en réalité. Juste parce que peut-être... Non, mais quand tu es dans ton coin et on vient te chercher, là c'est différent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je suis dans mon coin. Ça veut dire que, en genre, c'est une sorte de violation à domicile. Quand je suis dans mon coin, vous venez, je peux facilement riposter. Mais quand c'est vous qui êtes chez vous et je viens là-bas, vous pouvez facilement m'abattre. Mais quand je suis dans mon fief, dans mon coin, là, ce sera un peu plus difficile pour vous. Oui, André. Oui, bon, moi je pense, je continue d'insister. Dans un combat, il y a un perdant. Et un gagnant, toujours. Et c'est pas l'issue d'un combat, c'est toujours ça. C'est difficile. Et c'est pas souhaité d'aller au combat avant de sortir, genre, on dit match nul.
où on va dire, on finit, on voit que nos forces s'équilibrent, donc on va maintenant négocier. Non, allons toujours à la négociation avant d'aller au combat. Et je pense qu'avec négociation, on va souvent pas au combat. Ce qu'on aurait souhaité ici, c'est que chacun de nous mette plus en branle cette possibilité de bien faire, de bonheur, d'équilibre, de paix, de gentillesse, de charité, plutôt que d'agressivité, je vais dire quoi, d'envie, d'orgueil, voilà, de gourmandise et de tout ça, parce que c'est tout ça, on veut tout, d'égoïsme, pénalité. Et je pense qu'il faut plutôt réellement apprendre, s'éduquer plus à semer en soi le bien-être, la paix, l'amour, la charité, et autour de soi ces mêmes vertus, plutôt que de cultiver en soi les vices, l'agressivité, la méchanceté, parce qu'au finish, on part avec rien. C'est ça. Tout ce qui nous reste, c'est ce qu'on a vécu. Et si tu as vécu tout le temps sous pression, sur le qui-vive, parce que toi-même, tu n'es pas en paix avec toi-même, tu aurais vécu zéro. Je pense que la vie est assez précieuse pour être appréciée à sa juste valeur, à chaque minute, mais vraiment dans la bonne ambiance, dans le bonheur, dans la paix, mais intérieure. Il faut que ça commence par là. Parce que pour pouvoir le communiquer, il faut que ça vienne de l'intérieur, effectivement. Il y a quoi en toi? Il n'y a que ça que tu puisses vendre. C'est ça. Donc, oui, il y a le mauvais, il y a le bien, mais si tu cultives le mal, tu ne peux qu'extérioriser le mal. C'est ça. Du coup, on va aller vraiment à l'école de la culture du bien. Et le monde est fait de sorte que on ne peut pas être modélé que sur un seul mode. Genre, moi, tout ce que j'ai vécu, c'est du mal. Il y a des gens qui vivent des difficultés et c'est dans cette difficulté-là qu'ils apprennent à se conquérir, pour ne pas dire à se réaliser et à sortir, grandir. Par contre, d'autres vont vivre des difficultés et c'est dans cette difficulté-là qu'ils vont apprendre à être foncièrement méchants et tout le temps méchants. Toujours est-il qu'au finish, chacun se rend compte. C'est ça. Du coup, il faut vraiment relativiser comme quoi il y a le bon, il y a le mauvais. À nous de cultiver davantage le bien. Comme tu l'as dit si bien au départ, il faut commencer par inculquer aux enfants dès le bas âge le bien encore et encore. Quand ils vont grandir, ça va leur permettre d'équilibrer, de nuancer et de prendre la bonne décision parce qu'on ne sera plus là. C'est eux qui seront responsables de cette décision. Même s'ils sont enfants, à l'école, à la maison, en notre absence, en notre présence, ils auront le libre arbitre pour décider quel que soit leur âge. Du coup, si on ne leur donne pas le pli, on ne leur présente pas les choses, les deux, et qu'on n'explique pas, parce qu'il faut aussi noter qu'il y a une forte question de communication. Dans une entreprise qui ne va pas du tout, il y a des difficultés, il faut trouver le temps d'expliquer pour que les gens puissent comprendre que c'est pas parce que le promoteur se paye notre tête. Non, il est en train de se battre. Il se bat pour que ça s'améliore. Mais si vous n'expliquez pas, ils vont estimer que vous êtes en train de vous payer leur tête et qu'ils se battent et vous continuez pas à faire chose. Donc je pense que voilà. Merci aux uns et aux autres. L'homme est un loup pour l'homme, c'est une évidence, mais sa méchanceté n'est pas toujours volontaire. Nous avons les deux côtés, le bon et le mauvais. C'est parfois la société qui nous corrompt et également nos vices, les envies démesurées, la paresse, la luxure, l'orgueil, etc. Donc, comme André l'a dit, nous avons toujours le choix d'être bon ou d'être mauvais. Ça sent juste marcher dans cette société qui est également parfois un handicap quand les inégalités existent également. Voilà ce que nous avons pu dire sur cette thématique. Merci aux uns et aux autres. On a une dernière étape, notre jeu. Bon, aujourd'hui, j'ai commencé par choisir des sujets faciles. Oui. Des sujets très faciles. Évidemment. Oui, non. Comme vous n'avez pas à prendre les déjeuners là, moi je garde mes déjeuners pour moi. Non, vous donnez les déjeuners sans jeu. Tu peux aussi être très gentil, charitable avec un déjeuner sans jeu. On y va au plus. André ne dit plus rien de sérieux.
On y va. Alors, c'est des questions insolites. Questions insolites. Insolite. Le sort va tomber sur qui? On a Un, fait deux. le tirage au sort. Ah oui, oui. Non, soit vous prenez le numéro 1, ça vous prenez le numéro 2. deux, donc C'est c'est- juste des questions insolites sur votre vie. Ah, Ouais. J'ai dit questions insolites. Moi, Qui j'ai veut dit- prendre en premier? j'ai déjà échoué. Qui veut prendre en premier? Vous? Amen, j'ai échoué. Bah, il a dit oui d'abord. Hein, donc. Oh, peu importe. Alors, dites-moi qui a le 1, qui a le 2. Ah, la question n'est pas derrière. Non. Vous Aïe. avez quel numéro? J'ai vu André Alihouni, psychologue. Regardez derrière. Regardez, non, non, tournez. Non, il sait. J'ai le 2. Moi, 2. j'ai un. Ah! C'est bien. Tu vois. Vous avez le 1. Votre question là, je vous dis pas. Hein? Ah, heureusement que je t'ai laissé le 1. Oh, André. Alors, voici la première question de votre série, mon cher ami Calice. Oui. Donnez-moi la session l'homme est un loup pour l'homme en latin. Je passe. Comment vous avez passé? Ce qu'on a dit aujourd'hui là. Je n'ai pas Vous retenu. aussi? Non, Je n'ai jamais pas de la retenu. vie. Bang, 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 bang. Dominique. Ouais, Dominus. Moi, use Daddy. Quel Dominus? Non, je n'ai pas retenu, sincèrement. André? Je n'ai pas retenu. Vous non plus. Au mini, quelque chose. Quel Omini? Omni. Bon, je sais pas. Je ne suis pas latin. Je n'ai Homo. jamais appris ça. Mhm. Omni. Lopus. Ah, homo, omni. Ah, Lupus. Homo, omni, lupus. En fait, Voilà. on Je dit n'ai que pas c'est retenu. une langue facile. Je n'ai pas retenu. Tellement Aussi. facile que souvent c'est difficile de retenir. Ça, c'est les paresseux qui disent ça. Donc, c'est ça, retenez des hommes. Ok. Homo, Homo, omni, omni, lopus. lopus. L'homme L'homme est est un loup loup pour pour l'homme. l'homme. Alors, Homo, deuxième omni, question. lopus. Ah, c'est des questions. Ah, c'est C'est une quatre série de questions. questions pour chacun. Hein. Ah, Ah, ben oui. ouais. Ah oui. Avez-vous une fois pris des stupéfiants? Hum, insolite. Oui, ça c'est quand j'étais encore à l'école primaire, que par amusement, entre amis, on s'est retiré dans un coin. On a pris un carton de cigarettes. Vous deux? On était 3 pratiquement. Vous avez vidé un le carton ou un paquet? Ou bien un paquet, justement. Un carton, c'est Pas, énorme. pas, pas carton, sorry, Un un paquet. paquet. C'est un paquet, je devais dire, Vous avez pris un autant carton. autant pour moi. Donc, on s'est retiré dans un coin. On n'a pas terminé ça, mais on en a pris juste quelques. Moi, j'en ai pris. Et personne n'est venu je vous pense surprendre. 2, non. Je n'ai pas fini l'histoire. Ah, attends. Et on en était là quand l'odeur a commencé par faire venir les gens. Quand il y a l'un de mes grands frères qui est apparu. Et lui, il ne pardonne pas pour ce genre de Il choses. vous a Il a commencé par bastonné. me taper. Et ce qui est grave, il est allé alerter notre géniteur. Ouais. Ah, c'était le comble. Ah, Là, c'est ils m'ont mort. fait une fête, je me croyais au 1er janvier. Et je La n'ai plus cigarette. jamais osé ça. Même quand les gens prennent ça à côté de moi, j'ai envie même de m'éloigner de. Bon, ça avait fait quel effet sur vous avant la bastonnade? Vous avez plané? Ah, Cigarette, il a dit. c'était. Ah oui, bon. Cigarette. Je sais pas. Moi, je Quand sais je pas. prenais- Elles sont Quand planes je, même. quand je prenais ça, c'était du plaisir pour moi. Hein. Je me d'accord. sentais dans mon aise, quoi. C'est pour Ah, moi, ok. genre, la jeunesse. Il a fallu qu'on coupe ça en toi, Il a sinon. fallu qu'on coupe ça pour que je sache Net. que ce n'était pas bon. Tu Ah, allais être un d'accord. bon fumeur. Ah, bon, moi, quand moi j'étais enfant, c'est ce qu'on faisait. On prenait la craie, on Oui, mettait dans oui, papier. oui. J'ai fait ça aussi. On J'ai fait fait comme ça là si on aussi. fumait. On roule le Ah, papier. ouais. C'est à force Et de puis, faire c'est ça le là. papier qu'on C'est à fait. force Qui de vous a faire ça là amené que nous à- avons tenté l'original même. Ah, vous êtes allé au fait, au fait. Alors, la troisième question. En dehors, cette question-là même, en dehors de votre femme ou de votre des questions copine faciles. officielle, Aïe, quelles sont ces questions-là? combien de bureaux avez-vous eu Bon. cette année? On est sur sans tabou, hein. Faut Oui, dire la c'est- vérité. c'est- Non, non, moi je n'ai pas de bureau. Hein. Ça, c'est C'est sincère. petite copine, au fait. Petite copine. Qu'est-ce que vous avez vous appelez petite copine? Ben, ce que les jeunes appellent tirer un coup vite fait. Non, non, je ne suis pas dans cette logique-là. Vous savez, c'est chacun avec ses réalités. Moi, je ne Même peux pas pas. une cette année. Non, non, moi, je ne me permets pas ce genre de Vous vie. êtes fidèle. Je ne me permets pas ce Son- ce genre de vie. C'est Son pourquoi. troisième prénom, c'est fidèle. Non, même pas, mais je ne me permets pas. Un adulte ne ment pas. Hein, mais- Non, je suis en train de vous dire la vérité. D'accord.
Malheureusement, Ça je peut peux- paraître un peu bizarre, Tu peux mais pas c'est moi. vérifier, mais crois-le. Ouais, je vous crois sur parole. C'est Ça, moi. c'est Pourquoi votre tu vérité. peines à le croire? Alors, la dernière question. Racontez-nous votre plus gros mensonge que vous avez dit à une femme. Mon plus gros mensonge que j'ai dit à une femme. Oui. Balime. Mon plus gros mensonge que j'ai Il dit y en à a une tellement, femme. il cherche le plus gros. Bon. Mais dis un mensonge gros. Est-ce que je peux m'en souvenir même? Sinon, je pense avoir dit à une fille que j'ai plusieurs licences alors que je n'en ai qu'une seule. Voilà. Mais quel a l'intérêt? Elle avait le master ou pas? Non, elle n'avait pas le master. Elle était encore étudiante. Pourquoi vous lui avez dit ça? Oui, c'est... C'était pour l'impressionner. Merci, Oui, c'est pour glorifié. l'impressionner. Mais pourquoi ne pas simplement lui dire que vous avez un master? Non, j'ai juste dit ça pour montrer à quel point Tu étais voilà, je suis intelligent, polyvalent, tu étais quoi. Ouais. Oui. important. Et alors que c'était juste une C'était seule. juste. Et je parie que c'est une fille de la chorale. Non, pas de la chorale. Pas de la chorale. J'ai juste fait sa connaissance sur le campus et en tant qu'étudiante, on est devenus amis. Donc, dans le temps, je lui ai balancé Ah, ça. mademoiselle, Et elle a désolée. consommé. Elle a Bah, consommé. évidemment, elle va consommer. Elle va boire ça même. Désolée, je voulais juste vous impressionner. Elle te défiait. Elle se confie aujourd'hui. Et moi, je ne sais pas ce que je vais foutre avec plusieurs licences. Une seule me suffit largement. Bon, c'est une licence après tout. Hein. Ah oui. Alors, André, c'est à vous. Merci de vous être prêté Ah au bon? jeu. Hein. Je pensais qu'il avait répondu pour nous deux. Non. Quelle est C'est votre pour plus ça que grosse je l'aidais. faiblesse? Ma plus grosse faiblesse, Oui. c'est d'être un peu trop généreux. Moi, j'ai pas encore compris, j'ai pas encore eu cette générosité. Attendez, moi, j'ai fait quoi? Vous avez fait quoi? Non, mais il n'a pas besoin, de... il n'a pas besoin de vous couvrir des billets de banque avant de vous montrer sa Il est générosité. généreux là, comment? Moi, je peux attester. Moi, par exemple, je peux attester sa générosité. Ah bon? Ah oui, je peux Comment? l'attester. Comment? Mais on est venu se croiser ici déjà au moins 2 fois. Oui. Et la première fois quand on s'est croisé ici, mais c'est grâce à lui que je suis rentré dans une voiture climatisée. Oh. C'est ça de la C'est aussi de générosité. la générosité parce qu'il n'était pas au bureau. André, comment vous vous êtes arrangé pour que moi, je bénéficie pas de ça? Mais tu es Non, la mais première c'est parce que vous n'avez pas, Comment bénéficiaire. je suis pas- encore eu la chance Non, de... en fait, parce qu'elle n'a pas encore eu ce qu'elle attend. J'attends quoi? Je sais pas. C'est pas ça. Ok, on est en train de finir. Alors, votre plus grosse déception amoureuse? Waouh. Ouais. Amoureuse, tu veux dire amour. Aïe, on dit déception amoureuse, il demande amoureuse là. André, vite, on n'a plus le temps. Waouh. Ma plus grosse déception. Déception, hein, amoureuse. Bon, si c'est difficile à raconter, je laisse tomber d'abord. Hein, parce que Oui, parce que l'histoire est longue. ça, oui, l'histoire est longue et ça risque de... De vous faire pleurer. Non, pas me faire pleurer, mais de Non, ne pleure pas, de réveiller beaucoup de souvenirs Ok, d'accord. de quelqu'un. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui est actuellement très cher à votre cœur? C'est-à-dire ce que vous désirez le plus et que vous n'avez pas encore. Waouh. En même temps, je me demande si je peux, parce Encore. que ce qui est très cher à mon C'est cœur, pas que, ça ne là, dépend toujours pas que de vous. tout de suite, c'est, comment dire, la réalisation de certains projets dans le cadre de mon ONG. D'accord. Parce que ça me tient, je pense qu'aujourd'hui, on parle plus d'éducation, oui, mais c'est plus une question de bien-être mental. Vous allez y Et arriver. il faut vraiment qu'on travaille, que la population comprenne, que les gens comprennent, que les gens puissent s'y mettre pour le bonheur individuel, mais aussi collectif. Vous allez y arriver, rassurez-vous. Et la dernière question. Oh, celle-là. Comment réagirez-vous si vous apprenez que votre enfant n'est pas le vôtre? Moi, André, Oui. tout de suite, mon enfant, parce que tu as dit mon enfant, pas c'est-à-dire le vôtre, en celui fait. que j'ai adopté comme enfant. Tout de suite, fait. j'aurai un choc. Tout de suite, j'aurai un Ça, choc c'est clair. parce que il y a une vérité qui est dite et la manière va être choquante. Mais ça ne va pas m'amener à détester l'enfant parce qu'il n'en est pour rien. Et je vais après me rabattre sur le lien qu'on a, l'enfant et moi. Maintenant, celle qui m'a trompé, ça va être une autre histoire à gérer. Mais je ne ferai jamais la corrélation, en vouloir un enfant, le rejeter parce que il n'est pas... Non, il est toujours le mien. J'ai toujours dit ici, on est papa et on est père. Et donc, vous allez en Je viens de prendre soin? découvrir peut-être que je ne suis pas... Rien ne changera comme je l'ai dit. Rien ne changera à mon niveau. Maintenant, si lui aussi commence par... je vais le ramener, lui dire, bon... Adamu c'est Chedaya. Eh oh,
Ça, c'est pas des mots qui vont sortir de moi. Mais je pense que je vais toujours le ramener pour lui faire comprendre que je demeure ton père. D'accord. Merci beaucoup. Sans peu. Merci à vous de nous avoir suivis. On en a fini. Bon. C'était pas facile l'interrogation. Ouais, je sais. C'était des questions insolites, je sais. Hein, c'est cool. Allez, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous quittons avec quelques extraits du clip du jour et également, à partir de 10h, vous allez suivre le point de l'actualité. Espérons vous trouver demain. Portez-vous bien. Bye.